et moi, en fait, c'est ma fille. Donc, c'est dans une maison de jeunes qui se trouve à Château-Delmette, tout en haut. Bonjour, en fait aujourd'hui je suis ici pour vous poser des questions par rapport à votre métier et qui vous êtes, etc. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en donnant votre nom, prénom et votre âge? Alors, je m'appelle Isaarzar Youssef, j'ai 39 ans. Puis voilà, je travaille ici depuis 2004, donc ça fait 16 ans. D'accord. Et quelle est votre formation? Alors moi, de formation, je suis éducateur spécialisé. Donc, j'ai refait un bachelier pour devenir éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Ça, c'est l'intitulé de mon diplôme. D'accord. Et vos expériences, vous avez travaillé que en tant qu'éducateur spécialisé dans une maison de Alors, jeunes? j'ai travaillé principalement en maison de jeunes, mais aussi en maison de quartier. J'ai fait aussi quelques mois dans une école primaire, et puis dans la jeunesse aussi quelques mois. Mais ma principale expérience provient des maisons de jeunes. D'accord. Quel est votre rôle au sein d'une maison de quartier? Maison de jeunes. Aux maisons de jeunes, en fait. Alors, au sein de la maison de jeunes, mon rôle c'est de coordonner le personnel, de créer les projets, donc de rédiger les projets pour les subventions, d'évaluer les projets, puis de les réaliser avec les différents groupes qu'on accueille au niveau de la maison de jeunes. D'accord, les projets, c'est les projets que les élèves ils vous Les donnent jeunes. Ouais, les jeunes. Alors, en maison de jeunes, nous on dépend de la communauté française, de la culture. Les maisons de quartier dépendent de la commune. D'accord ? Nous, notre travail, on n'est pas des éducateurs de rue. Notre travail, c'est vraiment de l'animation socioculturelle. Donc notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer en exploitant le théâtre, la musique, la vidéo, le slam, le chant, peu importe l'outil artistique qu'on va exploiter. L'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer sur une thématique, sur une problématique de société, et qu'à la fin, ils puissent, à travers les rencontres, les échanges et tout, proposer à d'autres jeunes, à travers une vidéo, bien à travers une pièce de théâtre par exemple, de pouvoir exprimer ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a appris durant les différents mois durant lesquels on a travaillé avec le projet. Ah, c'est cool. Donc après leur projet, en fait, ils le présentent et ils ont des avis de... Il y a toujours une réalisation, une présentation publique. Ça, c'est vraiment l'objectif. Là, cette année, on travaille sur l'identité, par exemple. Et donc, il y a déjà un festival qui est prévu, s'il n'y a pas de corona, au mois de mai, qui se déroulera sur la commune des Verts. Toujours en partenariat avec d'autres associations, parce que l'idée, c'est de proposer un maximum d'expression de la part des jeunes. Donc, il y a nos jeunes qui vont présenter une thématique. Donc, comme je vous ai expliqué, nous, c'est l'identité cette année. Il y aura aussi le secourisme qu'on va mettre en avant. Les associations avec lesquelles on va travailler sera sur les dangers du net, les rapports hommes-femmes. Donc, il y a un petit peu de tout à prendre dans le festival qu'on va proposer. Et donc, là, de septembre jusqu'au mois d'avril, on va travailler sur la réalisation des projets. Septembre à décembre, on est sur le savoir. Donc, on va faire en sorte que les jeunes puissent maîtriser la thématique. De janvier jusqu'au mois de mars, on va être sur le savoir-faire. Donc les jeunes vont être dans l'apprentissage de l'outil vidéo, bien dans la réalisation d'une pièce de théâtre, donc l'écriture, etc., etc. Donc là, on essaie de leur apprendre une méthode de communication. Et puis au mois de mai, lorsqu'ils vont présenter la pièce de théâtre, ce sera plutôt sur le savoir-être. Comment est-ce qu'eux se présentent par rapport à un public et répondent aux questions des habitants. Donc si on aborde la question par l'identité, ils vont proposer une pièce de théâtre, les habitants vont leur poser des questions sur leur identité à eux. Et c'est eux qui vont répondre. Le fait qu'ils puissent répondre, ça veut dire qu'ils ont appris ce que c'était l'identité, qu'ils maîtrisent la thématique et qu'ils sont capables de s'exprimer sur leur propre identité. Et donc là, notre travail à nous, il est réalisé. Et tout ça, ce projet-là sur le théâtre, c'est chaque année c'est le même ou... Tous les ans, ça change. Le principe en maison de jeunes, c'est qu'on travaille avec les 12-26 ans et que tout le contenu de notre travail part des jeunes. Ce n'est pas nous qui nous disons « Ah ben tiens, ce serait bien de travailler sur cette thématique-là » parce que c'est intéressant pour les jeunes. Il y a deux approches. Il y a les besoins observés et il y a les demandes exprimées. On observe que chez nos jeunes, il y a des problèmes au niveau de l'identité et quand les jeunes s'expriment, on se rend compte aussi que les jeunes n'arrivent pas à se définir en tant que jeunes belges, jeunes d'origine maghrébine ou bien marocains puis belges ou bien de confession musulmane avant d'être belges ou alors voilà. Aujourd'hui, l'identité, elle est multiple. Ça, c'est ce vers quoi on va arriver. Et ce qui nous définit tous, ce qu'on a tous en commun, c'est la citoyenneté. Donc, essayer de faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'appartenir à une catégorie populaire, à une catégorie d'identité, mais qu'on est multiple dans notre identité.
mais que là où on se rejoint tous, c'est la citoyenneté, et que dans cette citoyenneté-là, on peut faire des choses ensemble. Ça, pour moi, c'est une manière d'évoluer par rapport au groupe de jeunes. Et donc ça, c'est ce vers quoi on tend. Mais chaque année, ça évolue, chaque année, ça change. Donc, comme j'ai expliqué là tantôt, on a fait un projet avec 60 jeunes l'année passée, non, l'année d'avant, parce que l'année passée, on a dû arrêter au mois de mars à cause du coronavirus. On était parti faire un projet à l'étranger, c'était en Martinique, là, sur la création d'outils pour faire face à la discrimination. Donc les jeunes, nos jeunes à nous, ben, ils savent qu'ils sont toujours confrontés à cette problématique-là. Et leur manière de réagir face à la discrimination, c'est d'être violent, d'être agressif. Ben, notre travail à nous, ben, c'est de dire, ben, on va essayer de faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que si vous devenez violent, si vous êtes agressif, vous devenez hors la loi et donc vous êtes pénalisé. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en avant pour ne plus tomber dans la violence? Et donc là, les jeunes proposaient plusieurs outils qu'ils ont été après défendre avec d'autres jeunes, cette fois-ci en Martinique, durant plus de 10 jours. Et puis ils ont créé un livre à partir de ça, une brochure à partir de ça. Et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Ah, c'est cool. Alors ça, c'est un peu notre projet. C'est bien. Quelle est votre profession? J'ai dit, je suis éducateur spécialisé, mais coordinateur au sein de la maison de jeunes. D'accord. Quel est votre rôle, quelle est votre vision sur ce métier? Ma vision sur ce métier, sur le métier d'éducateur spécialisé, ma vision sur le travail de l'éducateur spécialisé, elle évolue en fonction du secteur. Ma manière de travailler au niveau d'une maison de jeunes sera complètement différente de ma manière de travailler dans une maison de quartier. Elle sera complètement différente si je vais travailler dans la jeunesse. Elle sera complètement différente si je vais travailler par exemple dans le secteur des personnes handicapées ou de la toxicomanie. Notre travail, il est influencé par plusieurs choses. Je parle du principe que si maintenant on fait des études, qu'on arrive à décoder le formel c'est-à-dire l'écrit. Quand j'arrive dans un endroit, par exemple, quand j'arrive en maison de jeunes, je sais qu'il y a un projet pédagogique. Ce n'est pas moi en tant qu'éducateur qui va définir le projet de l'institution. Donc j'arrive et moi, ce que je vais faire, c'est simplement m'adapter face à ce projet pédagogique. Je sais qu'en maison de jeunes, le projet pédagogique, il est socio-culturel. Je sais qu'en maison de quartier, le projet pédagogique, il est plutôt sur de la prévention. Donc comment faire pour éviter qu'il y ait des tensions sur les quartiers? On n'est pas sur de la culture, on est sur le maintien d'un équilibre au sein d'un même quartier, et c'est complètement différent des maisons de jeunes. Et donc moi, ma vision du travail social, c'était ça ta question initiale? Oui. Donc ma vision du travail social, c'est qu'on a un petit peu des pansements. Et des pansements dans le sens où on intervient sur des situations, sur des problématiques dans les quartiers, avec un public bien défini, qu'on ait un épisode dans la vie de nos jeunes, qu'on peut être un tremplin pour eux. Et donc, en tant que personne ressource, on va faire en sorte d'exploiter ce qui fonctionne chez les jeunes, donc ses compétences, ce qui le valorise, voilà. Et on va faire en sorte que le projet corresponde, que ce soit sur mesure en fait, en exploitant son rythme de vie, donc ses étapes, en mettant des étapes, en ne disant pas, voilà, du jour au lendemain, tu vas monter sur scène, tu vas t'exprimer, tu vas faire sujet vers complément, donc d'habitude, tu t'exprimes dans la violence, mais on va faire en sorte de le valoriser d'une autre façon. Exactement. Donc l'idée, c'est pas d'être gourmand en fait, c'est de respecter le rythme du jeune. Chaque jeune a son rythme. Donc c'est un petit peu ça. Et donc ma vision du travail social, en bref, c'est de les accompagner. C'est vraiment le mot qui doit résumer le travail social, c'est l'accompagnement. On accompagne les jeunes. On les aide pas, on les soutient pas. Les aider, les soutenir, c'est les assister. Les accompagner, c'est de comprendre que c'est le projet du jeune, que c'est lui qui est aux commandes. Si ça foire, c'est de sa faute. Mais que si ça réussit, c'est aussi grâce à lui, pas grâce à l'éducateur. Voilà. D'accord, merci. Quelles sont les richesses que vous avez découvertes sur ce métier et les difficultés de ce métier? Les richesses, c'est qu'il n'y a pas un jour qui est pareil. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce travail-là, c'est que tous les jours, il y a une nouveauté, que chaque année, il y a de nouveaux projets, il y a de nouveaux défis qui sont mis en place. Les richesses, c'est aussi le public. C'est-à-dire que chaque année, on voit chez les jeunes, il y a des jeunes qui se révèlent, il y a des jeunes qui mettent en avant leurs compétences, alors qu'un an avant, ils étaient introvertis, ils étaient timides, ils ne savaient pas s'exprimer, et puis ils prennent les commandes d'un projet, ils deviennent des leaders, et ils s'affirment, ils s'assument. Donc ça, pour moi, c'est une richesse. Après, les inconvénients, c'est toujours la limite qu'on a entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est le truc le plus contraignant. Parce qu'on a beau dire, on est imperméable, il faut mettre la distance entre nous et le public.
À partir du moment où tu travailles dans le social, tu ne peux pas être imperméable par rapport à ce qui se passe par rapport à ton public. S'il y a un de tes jeunes qui vit un deuil, s'il y a un de tes jeunes qui rencontre des difficultés au niveau familial, ben, qui rentre en prison, etc., tu ne peux pas être insensible. Parce que tu te dis à un moment donné, il y a quelque chose qui a pas marché, quelque chose que tu n'as pas vu, d'accord? Et donc tu es peut-être passé à côté de ton travail. Parce qu'il y avait plus de travail administratif qu'à l'époque, etc. Et donc voilà, donc, ça prend du temps. Et puis comme je disais que par rapport à la vie privée, c'est le fait de se dire que normalement, n'importe qui va travailler de 8h jusqu'à 16h dans le travail. À 16h, il rentre à la maison, il dit travail. Là, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Ça reste encore avec toi, tu cogites durant la journée, etc. Et donc c'est avec le temps qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui fait qu'on arrive à faire la part des choses entre les deux trucs. Ok. Et pourriez-vous me décrire votre horaire et une journée type d'un éducateur en maison de jeunes? Alors, mon horaire qui varie. Parce que comme je suis à la coordination, il peut être autant administratif, donc de 9h jusqu'à 17h, que dans la phase d'action, donc ce sera plutôt du midi 20. Travailler avec des jeunes alors que les jeunes sont à l'école, c'est pas pertinent. Donc il va être plus évident pour moi que le mercredi, le vendredi, le samedi, je vais commencer plus tard pour finir plus tard. D'accord? Parce que c'est les journées qui sont les plus disponibles. Maintenant, une journée type par rapport à moi comme coordinateur, c'est commencer à 9h du matin, passer en revue les mails avec les différentes sollicitations, que ce soit pour des partenariats, que ce soit pour des réunions avec les partenaires, parce que ça prend énormément de temps, que ce soit avec les pouvoirs subsidiants qui demandent énormément de documents administratifs, que ce soit pour évaluer, que ce soit pour justifier les fonds qu'on a reçus. Et puis, une fois que toute cette partie-là a été faite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du temps pour les évaluations, donc en équipe. Donc là, par exemple, je vais faire une réunion d'équipe avec un éducateur ou avec les éducateurs pour faire le point sur un projet qui est en cours, sur une difficulté qu'on a rencontrée durant la semaine. Et puis, une fois que ça va être terminé, je vais rebasculer sur les périodes d'accueil. Donc, par semaine, on a 14 heures de période d'accueil. Donc là, en général, pendant le temps de midi jusqu'à 14 heures, on accueille les jeunes. Les jeunes viennent, mangent, à l'intérieur de la maison de jeunes, puis ils rentrent, ils retournent à l'école. Donc là, pendant ces 2 heures-là, je vais plutôt être présent sur le terrain pour capter, prendre la température, voir un petit peu comment est-ce que mes jeunes vont, entre guillemets. S'il n'y a pas des problématiques qui émergent, s'il n'y a pas des choses sur lesquelles moi je dois être plus attentif. Et puis l'après-midi, c'est plutôt consacré à l'administratif, mais vraiment à la fin administrative. Donc c'est plutôt là où moi, je vais faire des permanences sociales. Donc c'est des moments où je vais rencontrer des jeunes qui ont des difficultés. Je prends juste cette semaine beaucoup d'amendes par rapport au coronavirus. Donc beaucoup de jeunes qui viennent me trouver pour des amendes, pour des contestations, donc pour faire des recours par rapport aux amendes, pour des recherches d'école. Là, en ce moment, cette semaine, des parents qui viennent me trouver aussi parce qu'ils ont des enfants qui ont des difficultés. Là, je suis un enfant qui est autiste et qui doit trouver une place dans un centre spécialisé. Et donc, c'est énormément d'aide, mais de première ligne, comme on appelle ça. C'est aussi l'autre facette du travail social que je fais. Donc, il y a le travail collectif en maison de jeunes, et puis il y a les permanences sociales. Là, c'est de l'individuel. D'accord? Et puis, une fois que ça se termine, donc vers 15h, là, c'est l'école de devoirs. Donc, l'école de devoirs commence, donc c'est des cycles primaires, un petit peu comme tu vois là maintenant. De 15h jusqu'à 17h, on a 14 enfants plus ou moins qui viennent, et avec lesquels on va les accompagner. Comprendre dans leur méthode de compréhension où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, pourquoi est-ce que l'enfant rate un exercice par exemple, et encore une fois, pas en le faisant pour lui, mais en faisant en sorte que lui comprenne là où ça rate, là où ça foire, ben, qu'il puisse comprendre que voilà, c'est là où j'ai un souci, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir dépasser le problème et faire en sorte que l'exercice on le réussisse. Voilà. Et ça c'est pendant 2 heures. Et ce qui est le plus important, au-delà de l'enfant, c'est le travail avec les parents. Accueillir les enfants, accueillir les parents. Voir un petit peu avec eux comment s'est passée la journée, voir s'il n'y a pas des problèmes à la maison qui peuvent avoir des répercussions sur l'enfant. Et puis, une fois que c'est fini, quand ils viennent rechercher l'enfant, le retransférer la responsabilité. Parce que 3/4 des parents viennent, jettent leurs enfants à l'école de devoirs, se disent les éducateurs vont faire les devoirs, le matin ils déposent les enfants à l'école, les professeurs vont faire vont inscrire mon fils, et moi, en fait, de sorte, ce que j'ai à faire, c'est de le nourrir, le mettre au lit. Alors que non. Il y a tout un travail réalisé entre les parents et les enfants. Par exemple, juste prendre le temps 5 minutes à la maison de dire eh bien, prenez le temps avec votre enfant, vous prenez le jour de classe, vous vérifiez ce qu'on a fait, déjà. Ça va permettre à l'enfant de se raconter et ça va permettre aussi à l'enfant de se valoriser. Papa, maman, voilà ce que j'ai fait, j'ai bien fait, voilà ce qu'il y a eu comme note, etc., etc. Et donc, rétablir le lien entre les parents et les enfants. Et aussi redonner la responsabilité aux parents. Vous êtes le dernier garant, donc c'est à vous de vérifier que ce qu'on a fait est bien, à vous de vérifier si ce que l'enfant a fait à l'école a été correctement fait, et à vous de vérifier si votre enfant ne vit pas une difficulté.
de manière à pouvoir le transmettre à l'école ou à l'éducateur. Donc c'est pour ça que vous créez, de là vous créez un lien avec les parents et une confiance puisqu'ils vous... Toujours. Ce sont nos partenaires privilégiés en fait. On ne sait rien faire si on ne travaille pas avec les parents. Si les parents ne sont pas avec nous, si on a des parents qui sont contre nous, on ne peut pas travailler. Je vais t'expliquer, dans des structures, les éducateurs peuvent, le travail social peut être bâclé, peut être mal fait. Mais si la relation avec les parents est correctement faite, c'est-à-dire si les parents s'entendent bien avec l'association, il n'y aura jamais aucun problème. Et puis dans d'autres structures, tu as des éducateurs qui se donnent à fond, qui font très bien leur travail, mais la relation avec les parents est bâclée. Et donc les parents ont toujours le sentiment que l'association fait mal le travail et ils ne réinscrivent plus leurs enfants. Alors mais cette association n'est pas bien parce que les éducateurs, etc. Alors que l'éducateur travaille à fond avec l'enfant. Donc la relation avec les parents, elle est hyper importante parce que c'est la relation de confiance. Si les parents ont confiance dans le travail qu'on réalise au quotidien, la collaboration se passera bien. Si les parents n'ont pas confiance en nous, nous on aura beau donner à fond. Dès qu'il y aura un problème au niveau scolaire, c'est la faute à l'école de devoir. C'est de leur faute à eux. Non, tu es le parent. S'il y a un problème, on travaille ensemble pour dépasser le problème et surtout avec l'enfant au milieu de tout ça. Et voilà. Mais c'est une des difficultés auxquelles on peut être confronté. D'accord. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. Merci de nous avoir écoutés pour aujourd'hui et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le métier d'éducateur spécialisé avec nous. Voici pour la prochaine vidéo. Au revoir.